Quoi et comment changer son futur? Voilà une belle question. Et pour y répondre, le physicien titulaire d'un doctorat de mécanique des fluides, auteur de Changer votre futur par les ouvertures temporelles et de le double, comment ça marche aux éditions Le Temps Présent. C'est Jean-Pierre Garnier-Mallet. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Ravi, on va se tutoyer, on se tutoie en dehors, donc on va faire comme ça. Pourquoi et comment changer son futur? Voilà une belle question. Pourquoi? Mais d'abord parce qu'il y a quand même quelque chose de scientifique à la base qui fait que nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs temps en même temps. Et curieusement d'ailleurs, comme je le montrais tout à l'heure, le Science et Vie titre ce mois-ci, y aurait-il justement des possibilités de passer des informations d'un espace-temps à un autre espace-temps. Ouais. Enfin, disons ça comme ça un peu Vulgairement. Vulgairement. Voilà. C'est-à-dire que on peut dire quand même que scientifiquement, on a parlé depuis Einstein de ce qu'on a appelé les trous de verre. Ouais. Et on a parlé de l'intrication, des particules comme ça qui étaient reliées ensemble, on ne savait pas trop comment. Et puis des trous qui permettaient de passer d'un temps à un autre, enfin, les trous noirs, etc., etc. Tout ça était bien mystérieux. Grâce à des grands scientifiques, comme par exemple Stephen Hawking, qui a fini par faire admettre l'existence de ces trous noirs avec les lois qui pouvaient, de singularité qui étaient autour. Mais le problème que se pose, puisque tout ça existe dans l'univers, mais pourquoi? Voilà. Pourquoi utiliser plusieurs temps en même temps? Alors, on sait, par exemple, si vous reprenez l'exemple du trou noir, qui est très simple pour tout le monde. Si je tombe dans un trou noir, disons ça simplement, je suis désintégré immédiatement, je disparais. Pof, instantanément. Particule qui tombe dans un trou noir, 10 puissance moins 18 secondes, c'est-à-dire, pouf. Au revoir. Bon. Maintenant, si on est l'observateur dans le trou noir qui voit arriver l'objet ou la personne qui tombe dedans, ah ben là, c'est plus instantané du tout. Ça prend du temps. Alors, il y a un phénomène physique derrière, qui est parfaitement justifié. À quoi ça sert? Ça veut dire que si je change ma perception du temps, je peux voir deux choses dans deux temps différents. C'est ça. Alors le trou noir, finalement, ce n'est qu'une singularité du temps. C'est pas une singularité de l'espace. Alors on peut se poser, et les scientifiques se posent la question à l'heure actuelle, est-ce que notre univers entier n'est pas dans un trou noir d'un autre univers? Et que le temps que nous constatons, nous, tout bêtement dans notre univers, ne serait-il pas un temps imperceptible dans un autre temps? C'est intéressant de savoir ça. Alors le pourquoi? Voilà. Oui. En fait, on peut envisager qu'on est comme les poupées russes, quoi. C'est-à-dire qu'un univers, dans un autre univers, dans un autre univers. Et alors on rejoint la fameuse intrication c'est lié à Einstein aussi, là, c'est le paradoxe. Intrication entre particules? C'est-à-dire que deux particules sont reliées mystérieusement ensemble, c'est-à-dire que l'une a une information, l'autre l'a immédiatement, quel que soit l'endroit où elle se trouve, il y a un mystérieux lien qu'on appelle le lien d'intrication. À l'instant T, boum. Oui, instant. Quelle que soit la distance, ces deux particules liées reçoivent les mêmes informations. Donc l'une passe un obstacle, l'autre qui n'a pas passé l'obstacle, c'est le passé. On change. Alors, là aussi, on doit se poser la question quand même. Cette loi qui rejoint finalement, là, on est en train de voir que l'infiniment grand rejoint l'infiniment petit. C'est ça l'intérêt de ça. Mais nous, là-dedans, est-ce qu'on ne serait pas simplement, nous, le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit? Est-ce que nous ne serions pas, justement, en train d'utiliser cette loi du temps pour quelque chose? Alors, cette loi du temps pour quelque chose, tout de suite, on se dit, mais si j'étais capable d'être dans deux temps à la fois, et que j'ai le temps de faire des choses dans un temps que je ne connais pas, et dans mon temps à moi, je n'ai pas le temps. Ça semble curieux, cette histoire-là. Bien sûr. Bon, on voit maintenant que scientifiquement, toutes ces histoires-là nous rapprochent de ça. Là, titré dans Science et Vie, c'est vraiment que ça commence à nous chatouiller. Ça commence à déranger un petit peu les curiosités. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, là-dedans, nous sommes quand même l'observateur d'un temps. Si dans l'univers, il y a plusieurs temps disponibles, pourquoi on ne les utilise pas? Alors on dit, il y a deux particules qui ne sont pas du tout dans le même lieu et sans doute pas dans le même temps.
ont la capacité d'être intriqués. Comment pourrions-nous faire pour les utiliser, ces différents temps? Justement, pourquoi nous ne serions pas intriqués avec un double? Ça revient aux émissions qu'on avait fait. Voilà. On aurait un double dans un autre temps. Bien, c'est pas le vrai mot. Ouais. Le vrai mot serait de dire nous sommes dans 2 temps en même temps. Parce que c'est ça le trou de verre. Mettons, rapidement, si je prends l'univers, je le représente en espace-temps dans un plan. Ouais. Mais un plan qui se courbe, comme un ruban. D'accord. Bon. À une pliure du ruban, Ouais. je peux suivre le trajet du ruban pour faire tout le tour. Ouais. Mais si je creuse dans le ruban un trou de verre, et que j'obtiens immédiatement en dessous le ruban à 10 km de là, en fait, je relie 10 km par 1 millimètre. Oui, c'est ça. C'est ça le problème du trou de verre. On a courbé le temps, en fait, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que j'obtiens quelque chose qui s'est passé dans un autre temps, en même temps, mais dans un temps que moi, je ne peux pas observer. Ouais. Donc, il y aurait des possibilités, justement, d'avoir des informations d'autres temps. Donc, si on vit, nous aussi, dans un autre temps, est-ce qu'on est relié? Le problème, c'est qu'il faut des échanges d'informations, parce que s'il n'y a pas d'échange d'informations, à quoi ça sert? Et c'est là où il y a une autre propriété physique, d'ailleurs, qui a été mise en évidence par Einstein, puisqu'il a eu le prix Nobel à cause de ça. Ouais. Il a dit, dans l'univers, tout est dual. C'est-à-dire que si vous prenez une corpuscule, il y a un phénomène ondulatoire. Ouais. Si vous prenez une onde, il y a un phénomène corpusculaire. Okay. On ne peut pas séparer le côté corpusculaire du côté information ondulatoire. Ça veut dire que nous, mon corps, moi, je peux bien imaginer qu'il est à la fois là, bien physique comme je le vois. Ici et maintenant, voilà. Mais qu'il émet des informations et qu'il en reçoit. Donc, on peut dire qu'il y aurait un corps énergétique derrière qui serait là, présent, omniprésent avec moi. C'est lui qui me ferait agir dans tous les temps, en même temps. Alors, ce corps énergétique, scientifiquement, a finalement été admis par toute la communauté scientifique il y a à peu près une dizaine d'années. Même la France a titré que en touchant le cerveau, on pouvait obtenir une sortie de corps, et même il titrait une illusion de sortie de corps. Ce qui fait qu'en fait, en France, c'est encore une illusion. Mais enfin, toujours, c'est la France. On le sait. On sait par exemple, le premier phénomène, ça c'est étudié par les militaires, c'est les cosmonautes avec les pilotes d'abord et les cosmonautes dans la centrifugeuse, qui se voyaient sortir du corps. Bon, on a étudié ça après. C'était un peu caché au niveau des civils, mais c'est encore caché pour ceux qui ne veulent pas le voir. Oui, c'est ça. Donc ce corps qu'on peut appeler un corps énergétique qui est relié au corps physique, c'est lui qui va chercher l'information et qui la ramène. Donc on peut très bien comprendre que, comme les particules qui sont liées par un phénomène d'intrication qu'on ne comprend pas, parce que quel que soit le lieu de ces 2 particules, elles reçoivent l'information en même temps. C'est surprenant. Pourquoi ne pas penser que c'est fait pour nous, ça? C'est fait pour tout ce qui est dans l'univers. Il faut savoir ce qu'on va faire avant de le faire. Pourquoi? Pour pas faire de blagues. Puis d'un autre côté, il faut le faire sans en avoir le souvenir qu'on l'a fait. Parce que si vous faites quelque chose et vous en avez le souvenir, vous le refaites à nouveau, là, vous ennuyez. Vous faites 2 fois la même chose. Non, c'est voir ce que l'on peut faire, c'est-à-dire un potentiel pour pouvoir éviter ce qui est danger, ce qui est inutile, pour aller vers quelque chose d'inconnu, utile. Donc, on aurait cette capacité, instinctivement, dans le sens que, dans un temps qui pour nous n'existe pas, de faire une synthèse de quelque chose qui s'est fait dans une analyse très pointilleuse, qui prend du temps, et nous, on reçoit l'information définitive, à savoir, voilà la synthèse. Et tout notre corps réagit en fonction de ça. Notre corps est agressé, chacune de nos particules est agressée en permanence par des tas de choses inconnues. Il faut que notre corps réagisse immédiatement. Si vous ne faites pas quelque chose dans un autre temps en même temps, vous n'y arrivez pas. Regardez, vous avez une expérience très, très simple. Je cite souvent parce que c'est des expériences faites au départ par des équipes comme Rémi Chauvin. Donc c'est très vieux. Vous prenez une centaine de couloirs électrifiés, sauf un. Et vous mettez une souris devant les couloirs. Il faut qu'elle aille chercher un bout de fromage à l'autre bout par le couloir qui n'est pas électrifié. Elle doit revenir par le couloir qui n'est pas électrifié. On ne sait jamais sur la centaine de couloirs quel est le couloir qui n'y est pas, parce que c'est une machine qui délivre des décharges électriques. Donc, et puis on lui a pas dit. On lui a pas dit, voilà. On pose la souris devant.
Elle va chercher le fromage par le couloir qui n'a pas d'électricité, revient par le couloir qui n'en a pas. Donc on peut imaginer que son corps éthérique est allé chercher l'information et lui a redonné l'information. Il se passe quelque chose au niveau de ce qu'on appelle justement cette intrication. Ouais. Maintenant, vous prenez un homme. Ouais. Bah, lui, déjà, il a un ministre de l'Éducation nationale. Vous le mettez devant, le taux de réussite de l'homme, 0%. 0. Et pourquoi? Il réfléchit. Il fait pas, il n'utilise pas, il est plus. Et il n'utilise pas le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est trop perverti, peut-être? L'homme est trop perverti, trop pollué par des. Il réfléchit. Oui, mais alors, ça veut dire que la réflexion tue l'instinct. Ouais. Putain, c'est dingue. Mais oui, parce que. Donc en fait, on a perdu notre instinct animal. Peut-être que. Ça va plus quoi. On peut dire différemment. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, ça veut dire que dès que je pense quelque chose, la conséquence de ma pensée est déjà faite dans un autre temps. Ouais. Donc, si je pense que je ne peux pas le faire, c'est fait, je me le suis prouvé. Et c'est un raisonnement intellectuel de dire je ne peux pas. Oui, bien sûr. Alors comment? Oui, c'est une réflexion. Donc fatalement. Donc je ne pourrais pas. Ouais. Alors comment faire pour profiter? Eh bien, ne pas avoir d'interdit. Alors on est dans une société où il y a que des interdits, donc c'est compliqué. Ah oui, bien sûr. Non, mais enfin, il faut avoir des interdits par rapport aux autres, parce que si je fabrique aussi des potentiels qui sont dangereux, je vais vivre le danger. Instantanément, même aussi. Donc, le problème... Regardez, vous prenez deux particules, justement, intriquées, avec ce principe de non-localité, tout ça. Et je prends une particule, je lui fais faire des tas de choses qui l'embêtent, quoi, pour l'embêter. Alors, juste pour l'embêter. L'autre particule ne sera jamais embêtée. Pourquoi? Parce qu'elle est intriquée à l'autre. Elle sait tout ça. Donc les obstacles pour elle les passera. C'est ça, C'est merveilleux. Maintenant, mettez le phénomène inverse. Je laisse à une particule tout le temps de passer les obstacles, et moi, pour l'autre particule, elle n'a pas le temps. Donc, immédiatement, elle sait tout ce que l'autre particule met des milliers d'années à faire. Voilà le but de l'intrication qu'on n'a pas encore vu scientifiquement. C'est qu'on croit que l'intrication, c'est deux particules qui sont dans le même temps. Et c'est ça qui est faux. Regardez, un truc qu'on peut comprendre très vite. Une particule tombe dans un trou noir, elle disparaît, boum, boum. Elle laisse l'autre, comme une imbécile. Toute seule, particule célibataire, qui attend une autre particule célibataire. Cette particule tombe dans un autre temps, a le temps de faire des tas d'expériences, échange par intrication les informations avec celle qui reste dehors, qui n'a pas le temps. Donc des millions d'années peuvent se résoudre en quelques secondes pour la particule qui reste au bord du trou noir. Et quand la particule ressort de ce trou noir par un phénomène d'emboîtement que le mouvement de dédoublement explique, elle se retrouve particule célibataire qui rejoint sa particule célibataire pour refaire l'union. Mais ça, on n'a pas encore compris ça. On n'a pas compris que quand il y a un début de dédoublement, il y a une fin de dédoublement, il y a un cycle de dédoublement, il y a un commencement du cycle de dédoublement du temps, il y a une fin du cycle de dédoublement du temps. Est-ce qu'on peut... on va parler de la mort 2 secondes. Oui. On a 2 corps, visiblement. Il y en a un qui reste. Il y a le corps physique. Et l'autre. Non, alors là, on vient de parler de notre corps physique observable qu'on peut toucher, notre corps énergétique qui développe tout ça, qui fait vivre tout ça. Est-ce qu'ils sont intriqués? Là, ils sont... C'est même pas l'intrication. Là, ça fait un. D'accord. Ça fait un. Est-ce qu'il y en a un qui survit à la fin de l'autre? Eh bien, le problème, il est que, comme pour les particules, on peut imaginer, on peut même le prouver, qu'il y a en même temps un autre corps physique qui a lui-même son corps énergétique et que c'est l'échange des corps énergétiques qui permet la survie dans l'espace où l'on vit. Donc, il faut avoir des périodes d'échange des corps énergétiques. Il y a une période scientifiquement prouvée, c'est le sommeil paradoxal. Et parce qu'il faut, c'est dommage parce que visiblement, ça devrait être bénéfique ce corps énergétique. Si c'était enseigné. Mais voilà, et ça ne l'est pas. Ben non, parce que en fait, vous pouvez résoudre vos problèmes tout seul. Et comment l'enseigner? Ce que vous faites, vous? Résultat de l'histoire, vous prenez des décharges de ceux qui tirent à la Kalachnikov. Parce qu'on ne doit pas utiliser ça à des fins personnelles. Or, c'est fait pour nous faire vivre. Donc, vous avez un mode de vie
qui était d'ailleurs enseigné, jusqu'à peu près au 10e, 11e siècle, c'était enseigné. Ah oui? Ah oui, on retrouve ça chez les Grecs, on retrouve ça... Regardez par exemple les Templiers qui enseignaient cela. Ouais. Ah, ils enseignaient ça. Se représenter. Et comment avait-il eu l'information? Elle circulait depuis des siècles. On retrouve ça chez les Grecs, on retrouve ça chez les Sumériens, on retrouve ça chez les Égyptiens. Vous avez le tombeau de Ramsès VI qui parle du dédoublement, avec la déesse du jour, déesse de la nuit, avec des tas de choses précises scientifiquement qui ne sont pas déchiffrées au niveau archéologie, parce que les archéologues, les égyptologues ne sont pas dans le dédoublement du temps. Vous prenez les Templiers se représenter à 2 sur un cheval. Alors l'explication après, c'est que un signe de pauvreté, ils avaient un cheval pour 2, les pauvres. Ils étaient 2, fallait pas oublier, on est 2. Vous avez l'apôtre de Jésus, Thomas, l'évangile de Thomas, qui est un écrit parfaitement qu'on a récupéré dans les années 40, on sait qu'il est authentique, qui parle du dédoublement. La phrase, approximativement, je vous dirais, quand vous étiez 1, vous avez fait le 2. Quand du 2, vous ferez le 1. Quand vous ferez le masculin, le féminin, quand vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, que ferez-vous? C'est bien le dédoublement qui a un cycle. Alors, il faut savoir à quoi ça sert, tout ça. Ben oui. Alors, justement, ce qui est très intéressant de voir, c'est que des scientifiques de haut niveau sont en train de se dire, mais attendez, dans cette histoire l'histoire, on appelle ça scientifiquement EPR, puisque c'est Einstein, Podolsky, Rosen. Mais parlons plus simplement. Le temps, là-dedans, justement, il intervient. On ne peut pas comprendre que des particules puissent échanger des informations dans un temps qui, pour nous, n'existe pas, puisque c'est instantané. Cette intrication, vous mettez une particule à n'importe où. Alors, on essaye de... Là, il y a des scientifiques actuels qui essayent de voir si la téléportation pourrait porter ses fruits. Mais il y a une chose qu'on n'a pas vue, c'est qu'il y a une limite à l'information. Il y a une vitesse limite qui est bien supérieure à la vitesse de la lumière, mais qui est quand même limite. Oui, il y a quelque chose, quoi. Donc, ce qui fait que tant qu'on ne tiendra pas compte du pourquoi du dédoublement des temps, on ne comprendra pas le comment. Et là, on est dans notre science, on est dans le comment. Sauf qu'il y a quand même des scientifiques qui osent aller plus loin. Oui, la preuve. Heureusement. Mais dès lors que vous allez utiliser Sauf ça... il y a des scientifiques qui osent aller plus loin, mais ils sont un peu bousculés quand même. C'est-à-dire, dès lors que vous voulez utiliser ça pour vous montrer que vous pouvez vous équilibrer tout seul, ça va pas. Il faut quelqu'un quand même qui vous dirige pour vous équilibrer. Parce que ça peut changer de dogme, ça peut changer de paradigme, on peut changer tout avec ça. Vous voyez, on parlait des Grecs tout à l'heure. Les Grecs avaient appelé ça la loi, le logos, la logique. En fait, ce qui était enseigné, c'est que tout ce qui est illogique, doit être refusé. D'accord. Si vous avez un raisonnement logique et une conclusion illogique, ça doit être refusé. C'est bon. Ça s'appelle le logos, c'était comme ça. Et ils avaient ils avaient fait l'école des sophistes pour prouver que même la logique, c'était peut-être insuffisant. Vous avez le fameux paradoxe que tout le monde cite des sophistes, c'est un cheval bon marché, c'est rare, tout ce qui est rare est cher, donc un cheval bon marché est cher. Donc vous avez un raisonnement parfaitement logique. Stupidité monstre au niveau de la conclusion. Oui, bien sûr. Vous voyez que dans les dogmes religieux ou scientifiques, le risque est là. On vous met quelque chose d'apparemment logique, avec un raisonnement logique, mais une conclusion illogique qu'on accepte. Donc l'intérêt du dédoublement des temps, c'est que vous pouvez vous-même trouver votre propre logique. Alors ce qu'il y a si vous voulez, de très inquiétant, c'est que pendant tout le cycle de dédoublement du temps qui dure 25 000 ans, on n'a pas cette possibilité d'échange d'informations permanente. Or, maintenant que nous vivons la fin de ce cycle de dédoublement du temps, qui est martelé scientifiquement par des explosions solaires que l'on peut suivre, pour ceux que ça intéresse, d'ailleurs, ils le suivent bien, c'est accessible par tout le monde. Vous imaginez que n'importe qui, maintenant, peut avoir accès à l'information. D'où, regardez l'évolution de la technologie depuis 20 ans. Pourquoi ? C'est que des intuitions.
En fait, en 20 ans, on a 1000 fois plus d'intuition que pendant 25 000 ans. Et pourquoi l'information a-t-elle été coupée? On parlait des Templiers tout à l'heure, et pourquoi à un moment donné on s'est coupé de ça? Parce que la science moderne a interdit de côtoyer, de prendre en considération notre deuxième corps, notre deuxième nous. Vous savez, Galilée pourrait dire... Il a été bousculé un petit peu. Et pourtant, elle tourne. Ouais, c'est ça. C'est toujours la même histoire. Ouais. Ça dérange. Ouais. Ça dérange quand n'importe qui peut avoir la solution à son problème sans passer par quelqu'un qui le conseille. Ça dérange. Vous dérangez Peut-être, mais enfin, je préfère. Voilà aussi c'est le prosélytisme est dangereux. Ouais. Vouloir faire admettre à tout prix à quelqu'un quelque chose alors qu'il réclame rien. Ouais. Non, faut attendre que la personne vous réclame quelque chose pour lui dire, sinon ça sert à rien. Ouais. Alors maintenant que les gens qui critiquent, qui ne savent même pas, qui n'ont jamais rien lu et qui critiquent, ils critiquent en fonction de quelles règles. Non mais ça on le sait. Les critiqueurs, on en a. Oui, mais généralement les critiques, ce sont des gens qui n'ont rien lu. Non, bien sûr. Ouais. C'est juste pour se mettre sur un piédestal. Moi, je suis plus fort. On va parler des trous noirs. Je suis pas sûr que les gens aient bien compris ce qu'était un trou noir véritablement. C'est une singularité de l'espace qui est sensationnelle. Ben oui, parce que ça, on en parle de plus en plus. On sait que c'est dangereux. Si on va terminer Walou, donc on a peur on dit qu'inévitablement la Terre va être un jour dans un trou noir, aspiré par un trou noir. C'est pas ça. Tout à l'heure, je vous parlais des trous de verre. Ouais. Si vous avez un espace que vous pouvez représenter comme un plan, ouais. Si vous avez à un endroit donné une masse très importante, comme une étoile qui disparaît, qui va faire justement... Il y a un trou, puisqu'elle était là, à cette place-là, et elle y est plus. Donc ça fait un trou. On dit que ça déforme l'espace-temps. Ouais. Ça le déforme tant et si bien que tout disparaît dans ce trou. Mais ce qu'on n'a pas admis, et que pourtant Einstein y avait l'intuition de ça, c'est ces fameux trous de verre, qui, en fait que dans le même espace-temps, mais à un temps différent, l'information qui a disparu à nos yeux réapparaît ailleurs. Ouais. Que l'information ne se perd pas. Ce qui se perd, c'est l'observation de l'information. Il y a un changement de temps d'observation. Et c'est là où, si vous voulez, la science en ce moment est en pleine révolution là-dedans, c'est que scientifiquement, de façon classique, vous avez un observateur et un espace. L'observateur est lié à un temps et point. Final. Ouais. Bon. Et maintenant, on commence à dire, mais et si l'observateur changeait de temps? Alors évidemment, Hollywood va plus vite que nous là, avec les différents feuilletons là. Fringe, tout ça, machin. Voilà. C'est bien en même temps. Les anneaux, on passe d'une étoile à une autre. Stargate. C'est hallucinant parce que finalement, on a la sensation que le cinéma a compris des choses qu'on a dû. Voilà, c'est fou. Hein. C'est-à-dire, on ose en cinéma parce qu'on se dit, de toute façon, c'est de la fiction. Voilà, c'est ça. Mais on voit pas qu'en fait, notre réalité est plus proche de cette fiction que de la réalité que les scientifiques dominants veulent imposer à l'humanité pour que l'humanité ne puisse pas contrôler leur vie. Car en fait, il y a ça le problème qui est écrabouillant. C'est que si tout le monde savait comment ça marche, ben on le fait marcher. C'est comme si, regardez, on n'aurait pu inventer, mais imaginez qu'on ait pu inventer la télévision à l'époque de la Révolution française et qu'on ait dit, oh ben non, il ne faut surtout pas que le peuple ait la télévision. Oui, c'est ça. Donc on aurait caché la télé. Ben, c'est un peu ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau du temps. On sait, il y a des tas de choses qu'on sait scientifiquement, mais on ne veut pas que ça soit applicable dans le quotidien des gens. Alors moi, je me fais taper dessus. Pourquoi? Parce que j'utilise ça dans le quotidien des gens, pour leur prouver qu'ils peuvent utiliser ça. Comment, une fois qu'on a compris, ça change notre vie? Ah bah oui. Ah bah oui, vous vivez en fonction de, justement, la possibilité d'avoir un temps à votre disposition que vous n'avez pas le temps d'avoir. C'est vous avez un corps, par exemple, qui va pas bien. Hein, vous êtes déséquilibré, le chômage. Regardez, 3 millions, 4 millions de chômeurs. Bon, ben, parmi eux, il y en a qui se désespèrent. Et ils fabriquent, en conséquence, la désespérance. Donc, ils vivront la désespérance.
Ils se fabriquent leur propre avenir. C'est-à-dire, vous vous mettez devant une glace, vous voyez, vous faites une grimace, vous dites, tiens, je suis laid. Vous n'êtes pas obligé de la faire. Ouais, c'est ça. C'est pareil pour, je pense quelque chose, je suis au chômage, je peux pas travailler. Faut quand même essayer de projeter autre chose qui permet justement d'avoir un avenir différent. Tout ce qu'on pense fabrique un avenir, un potentiel. On n'est pas obligé de le vivre. C'est en fait, si je pense positif, je recevrai du positif. En gros, on peut imaginer. C'est plus complexe que ça, mais si je schématise, c'est un peu ça. Oui, si ce n'est que j'aime pas le mot positif. Oui, bon. Si on veut quelque chose, en tout cas, voilà, notre deuxième corps, on va aller le chercher, il va nous le ramener. C'est-à-dire, c'est une information qu'on a envoyée dans une autre réalité où on prend le temps de justement, ces fameux trous de verre sont là à notre disposition pour ça. On est dans un autre temps où on a le temps de faire des choses qu'on n'a pas le temps de faire dans notre temps. Est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Même sur le sentiment du déjà-vu, les rêves. Et vous me dites qu'il y a des gens qui maîtrisent ça. Le maîtriser, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Maîtriser ça, c'est la grande difficulté, c'est que la réalité est telle que ce que vous imaginez, vous ne pouvez pas l'observer. Regardez, prenez l'exemple du rêve. Quand vous êtes dans le rêve, vous comprenez tout. Sauf que, quand vous vous réveillez, on a du mal à comprendre. Voilà. On se dit c'est n'importe quoi, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Est-ce que le rêve justement c'est peut-être le rêve par rapport à ça? C'est un changement de temps. C'est un changement de temps, et c'est ça. Mais dans une réalité qu'on apprécie quand on y est, mais qu'on n'apprécie plus par notre mémoire. Comme si notre mémoire était bousculée, on n'y comprend rien. Alors le problème scientifique, si vous voulez, c'est que ça marche par plans superposés. C'est-à-dire que si on dit que l'espace-temps est un plan, que les masses déforment, mais c'est aussi plusieurs plans dont les déformations ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, prenez un exemple. Je prends un ruban, ou je sais pas, une nappe. Je laisse tomber une bille sur un foulard qui flotte. La bille s'enfonce dans le foulard, déforme le foulard. Maintenant, au lieu de prendre un foulard, j'en prends une dizaine superposées. Je laisse tomber une bille. Il n'est pas évident que les 10 foulards vont se déformer de la même façon. Et c'est très mauvais comme image, comme toute image, mais on voit là justement que nous sommes trop liés à un temps. Toute notre physique veut tout résoudre par un seul temps. Donc on n'y comprend rien. On ne comprend pas pourquoi il y a une masse. Il y a 85% de masse noire dans l'univers. On ne sait pas ce que c'est. S'il y a des temps que nous ne pouvons pas percevoir, et dans ce temps, il y a des informations par des masses différentes, vous voyez que tant qu'on n'aura pas compris à quoi sert la différenciation du temps, on va naviguer dans l'absurde. Jean-Pierre Garnier-Mallet, est-ce que vous pensez que tout cela, c'est le fait du hasard? Ben non. Il y a forcément, alors là, c'est pareil, vous pouvez pas en parler. Il y a forcément un observateur initial intelligent. J'adore. Et qui utilise un mouvement de dédoublement. Pour se connaître. Dans des temps différents. Parce que moi, je me souviens que j'avais entendu il y a très longtemps quelqu'un dire cet effet des poupées russes, là. On est à l'intérieur de quelque chose, qui lui-même est à l'intérieur de quelque chose, et qui lui-même est à l'intérieur. C'est juste un truc de dingue. C'est-à-dire, quand on y pense, et s'il y a en plus un grand observateur, c'est juste un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Parce qu'on veut à tout prix cataloguer l'humanité entre deux clans. Ceux qui pensent qu'il y a un architecte universel qui a tout fait, donc le foutoir sur Terre, c'est lui aussi. Donc, et puis, au contraire, il n'y a rien, c'est le hasard. Mais attends, le hasard, il vient d'où? La question est, mais si moi j'observe ce hasard, comment je suis arrivé à ça? Tout d'un coup, mon intelligence a surgi du néant.
C'est curieux, non? Ah ouais, c'est très curieux. Jean-Pierre, vous restez avec moi. On se retrouve dans un instant. On va continuer à parler de ce temps. On va expérimenter le futur. Comment faire pour expérimenter le futur? Est-ce que les voyants, finalement, est-ce qu'ils n'ont pas des facultés pour aller expérimenter ce futur? Est-ce qu'ils sont pas connectés à ces doubles-là? Restez donc avec nous. J'en viens, Jean-Pierre, à vous et à ce dédoublement. Là, quand on fait une expérience de mort imminente, c'est comme la sortie de corps, c'est-à-dire que c'est notre corps, celui qui est à l'intérieur de nous, qui s'en va. C'est ça qui est incroyable. Oui, c'est-à-dire que la mort, en fait, c'est la disparition du corps énergétique, du corps physique. Ouais. Le corps physique, il pourrit, et votre corps énergétique va dans un autre temps. Justement, c'est là où c'est la fin. Il va attendre la fin du temps du cycle de dédoublement des temps. Ouais. Parce que on n'est pas que là. Ouais. On est dans un autre temps également. Et comme ces temps sont dédoublés, on retrouve cette autre partie de nous, qui est en fait la partie la plus intéressante, à la fin du cycle de dédoublement des temps, que les anciens appelaient fin des temps. Sans savoir ce que c'était que les temps. C'est un truc de dingue. Regardez les gens qui vous parlent de fin des temps, ils savent même pas qu'est-ce que c'est que les temps. Mais non. C'est fin du cycle de dédoublement des temps. Ouais. Mais les anciens, on avait la sensation qu'ils avaient plus de connaissances que nous, quoi. C'est un truc. Alors que nous, on a fait des études, on était à se prendre la tête et tout machin. Il y avait des mecs qui étaient en caleçon avec une lance. Ils disaient la fin des temps. Ils avaient compris des choses qu'on ne veut pas admettre aujourd'hui. Alors, quand on en parle. Moi, quand je vais dans un dîner et que je commence à parler de vous, parce que je parle souvent de vous, le mec il dit, mais arrête, t'as fumé, le truc et tout. Mais tout le temps. D'ailleurs, je dis tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pourquoi on peut pas envisager ça. Parce que on a du mal à comprendre regardez ça. Une chose simple. Ouais. Pythagore, 7 siècles et demi avant Jésus-Christ. Mathématicien, connu. Il y a un théorème qui ennuyait tous les étudiants. Le théorème de Pythagore. Qu'on démontre à coup de trigonométrie. Il faut au moins 2 ans de trigonométrie pour démontrer le théorème de Pythagore. Vous utilisez le dédoublement du temps, je le fais des fois pour m'amuser auprès des gens, en 10 secondes, vous démontrez le théorème de Pythagore par le dédoublement du temps. Et tout le monde comprend. Sans trigonométrie. Imaginez ça. Là, il y a des mecs qui ont passé 2 ans dessus, ils se disent, oh les boules, là, 10 secondes. On invente tout un bazar pour le démontrer, mais Pythagore l'avait pas démontré comme ça. Ouais. Et c'est nous qui avons intellectualisé les choses, en fait, c'est ça. On a trouvé un autre moyen, plus chiant. Il faut définir les cosinus, les sinus, les patati et patata, il n'y a pas besoin de ça. Simplement par le dédoublement du temps. J'ai parlé des voyants tout à l'heure, avant la pause. Est-ce que les gens qui ont des facultés, ils ont compris ou inconsciemment, ils se branchent là-dessus? Ils le savent même pas, mais c'est ça en fait. Et justement, il y a un énorme danger. C'est-à-dire, vous avez la faculté de pouvoir voir le futur maintenant de façon assez facile. Mais attendez, voir le futur, c'est l'actualiser. Si je vous dis que demain, vous allez vous faire renverser par une voiture, ça y est, je programme. Oh putain. Alors que vous allez vous faire renverser par une voiture, j'aurais mieux fait de me taire. Mais vous avez la capacité, si vous connaissez la même chose. On peut pas le changer, le temps, alors. Ce qui va se passer, si on le voit, on peut le changer. Ah, quand même. Eh ben oui, mais attends, à une condition, c'est de savoir qu'on peut le changer. Si vous allez voir une Madame Irma quelconque qui vous dit vous aurez les jambes cassées dans un mois, vous allez avoir les jambes cassées dans un mois. Parce qu'on ne sait pas. Ça y est, c'est fait. Parce qu'on ne sait pas changer On ne sait pas changer. Non, ça veut dire que ça revient à dire on est responsable de notre destin. Il n'y a pas de fatalité. Non. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Oui, mais ce n'était pas vrai pendant le cycle de dédoublement. C'est parce que vous pouvez le faire maintenant que vous vous apercevez de ça. Parce que les informations maintenant circulent sans aucun problème. Il n'y a pas de frein à l'information. Tandis que vous pouviez évidemment faire ça, mettons, il y a 2 siècles, vous auriez fait ça. C'est pas parce que vous disiez que vous auriez dit à quelqu'un tu vas avoir un accident dans 15 jours que l'information aurait pu le temps de se faire et de revenir et que l'accident aurait eu lieu. Maintenant, c'est instantané. Donc vous allez voir une voyante qui vous dit vous allez vous faire écraser. Ça y est, à vous de fabriquer. Contourner cela. Il suffit de penser le contraire.
Mais regardez, si vous allez voir imaginez ça, vous allez voir une voyante qui vous dit, vous serez à l'hôpital les 2 jambes cassées dans un mois. Imaginez ça. Vous êtes content, le mois suivant, à l'hôpital, de dire aux gens, allez voir cette voyante, elle est merveilleuse. Elle m'avait dit, j'aurai les 2 jambes cassées, etc. Maintenant, imaginez l'inverse. Allez voir cette voyante, elle est merveilleuse. Elle m'avait dit, j'aurai les 2 jambes cassées le jour de mon anniversaire. Regardez, c'est le jour de mon anniversaire. J'ai rien. Ouais. On a tout effacé, on a tout changé. Vous voyez, je suis bien. Allez voir cette voyante, elle est merveilleuse. Ouais. Qui irait voir une voyante pareille? Qui annonce des dangers qui n'existent pas. Alors que c'est vachement bien, parce qu'elle nous prévient de quelque chose qu'on peut contourner. Et bien, quand vous voyez les anciens, justement, on parlait des Grecs tout à l'heure, les Pythies, les augures, c'était est-ce que je déclare la guerre ou est-ce que je vais gagner? C'est peut-être pas la peine de faire la guerre si je dois perdre. Et alors finalement, quand on voit de nombreuses voyantes, moi je dis toujours, quand à tous les médiums que je côtoie, je leur dis souvent, vous dites aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est-à-dire qu'ils ont envie, ils sont souvent en souffrance, et ils viennent vous voir, ils veulent avoir du bonheur. On leur dit des réponses positives. Finalement, le fait de donner des réponses positives, ça ancre des choses positives dans la vie de la personne. Ah, bien sûr, oui, c'est un peu. Ouais, moi, quand je vais voir une voyante maintenant, je veux dire que tu me dis que les choses positives. Non, mais il n'y a pas besoin à ce moment-là. Vous pouvez je vais le faire les faire voilà, vous-même. D'accord. C'est là ce qui change, c'est que le fait de vivre dans la fin d'un cycle de dédoublement du temps vous fait que vos potentiels sont accessibles immédiatement, ce qui n'était pas le cas autrefois. Donc il était très important de pouvoir voir le futur longtemps à l'avance pour être sûr de ne pas aller à la catastrophe. Maintenant, vous pouvez aussi bien fabriquer votre futur instantanément que de le changer instantanément. On le voit au niveau des particules également. Là, vous faites une expérience sur une particule, la particule intriquée a exactement la même expérience. Mais ce qu'on n'a pas vu encore scientifiquement, c'est que cette expérience des 2 particules, elles ne sont pas dans le même temps. Et nous, on les observe comme si elles étaient dans le même temps. Alors, on ne comprend pas qu'il y en ait une qui a eu le temps d'avoir l'information. Elle a eu le temps d'avoir l'information parce que l'autre a pris le temps de l'avoir. C'est ça qu'on n'a pas encore saisi au niveau scientifique. Mais alors, moi, ce que je dis, si les particules agissent comme ça, c'est une loi merveilleuse quand même. Alors nous, non. Alors, nous, on nous a dit, c'est normal, nous, on est un assemblage de particules. Alors, chaque particule peut avoir des états potentiels. Mais pas nous dans l'ensemble, non. Mais non, on appelait ça la décohérence. C'est-à-dire que si vous assemblez des particules... c'est le bordel. Voilà, c'est devenu plus cohérent. C'est le bordel. Voilà. Il n'y a plus d'état quantique. C'est ça. Et c'est les premières expériences, ce n'est qu'en 98, il y a une première expérience sur un assemblage de particules qui a montré que les états potentiels des diverses particules assemblées continuaient dans l'assemblage. D'accord. Ce n'était pas une décohérence. Et on a fait d'autres expériences depuis, et maintenant on en est à utiliser ça pour essayer d'avoir des ordinateurs qui utilisent l'intrication, c'est-à-dire, en fait, avec une information instantanée. Mais ce qu'on ne sait toujours pas, c'est qu'on utilise un autre temps. Et c'est pas encore admis, ça, cette histoire-là. Alors, il y a des scientifiques, quand même. Mais c'est... Il y a des gens, là, vous me disiez, on va pas nommer la personne, mais qui a un prix Nobel qui s'intéresse à vos écrits, à vos travaux. Il y a des grands... Il n'y a pas que prix Nobel, il y a des scientifiques. Le problème des scientifiques est double. Soit ils sont dans une université... Comme le temps, finalement. Un laboratoire. Donc, ils sont contraints par leur entourage à certaines affirmations. On va pas au-delà. Sinon, on leur coupe leur budget, leur machin, le truc. Regardez, Stephen Hawking, là, il sort un livre encore, où il parle de Dieu. Attendez, c'est pas scientifique de parler de Dieu. Non. Mais comme il a une maladie mortelle, il aurait dû mourir il y a déjà pas mal d'années, on a beaucoup de respect pour lui. Parce qu'on ne comprend pas son côté physique d'un côté, sa science, qui est quand même prodigieuse, parce que... Et puis voilà un scientifique qui est capable de dire je me suis trompé. Il a été remettre le prix Nobel à celui qui avait dit... Démonter sa thèse à lui, quoi. Voilà. C'est génial. Ouais, mais c'est un grand bonhomme. C'est un grand monsieur. C'est un grand bonhomme. Lui, en ce moment aussi, il n'est pas... ce qu'il dit sur... Il n'est pas la fête, quoi. Non, parce que ces histoires, justement, de trous noirs, il vient de montrer qu'il y avait... Enfin, il y a déjà un moment, la radiation Hawking. C'est-à-dire que avant, on pensait qu'un trou noir avalait tout. Il n'y avait plus rien. Lui, il a montré, non. Ça avale de l'information, donc ça restitue de l'information. Et il a montré qu'il y avait donc une évaporation. On peut appeler ça comme ça. C'est d'ailleurs un terme admis. Bon. Mais Stephen Hawking, il peut sortir des tas de choses pour heurter la communauté scientifique. Personne ne dira rien contre lui. Parce qu'il a prouvé dans sa vie, et par sa vie privée, et par sa vie publique, que, fallait le respecter.
Maintenant, vous prenez un scientifique quelconque qui a une chaire de l'université, là, et qui est d'accord avec moi, je ne vais pas le nommer. Ouais. Pourquoi? Je vais l'embêter. Oui, c'est ça. Parce que lui, il sera d'accord En privé, pour lui, pour lui. il peut pas l'être au nom de la communauté parce scientifique. que les scientifiques qui ont pignon sur rue, disons ça comme ça, là, Ouais. qui servent aussi de conseillers aux politiques, eh ben, Non, il peut pas. c'est pas possible. Ouais. On doit donner au peuple pas grand-chose finalement comme information, parce que sinon ça peut tout changer. Ben, bien sûr que ça peut tout changer, parce que vous pouvez faire appel à l'énergie créatrice qui est en vous. Intérieur, c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin d'aller chercher? Quelqu'un d'autre? Ouais. Il y a quelque chose qui nous permet peut-être parfois de comprendre ce double. C'est l'intuition. Ah, bien sûr. Bien sûr, parce que, regardez une chose, comment se fait-il que vous avez de temps en temps des choses qui vous viennent à l'esprit, vous ne savez pas ni comment ni pourquoi. Quelqu'un vous demande quelque chose, vous répondez un truc intuitif, pof, vous tombez pile dessus. Regardez en colère, par exemple. Deux personnes en colère. Ils trouvent toujours l'injure qui tue. C'est une injure intuitive. Deux personnes qui se rencontrent pour la première fois, pour une raison stupide, ils se mettent en colère, et l'autre sort pile une injure qui foudroie l'autre. On le voit dans la colère assez souvent. Maintenant, si vous contrôlez ça en dehors de toute colère, pourquoi ne pas utiliser ce même mécanisme? Il est très simple. Il est très simple. Alors, il faut utiliser ça. On le voit chez les enfants l'utilisent, l'intuition. Ouais. Les enfants sont très branchés, hein. Ils sont moins pervertis, en fait, c'est ça. Ils sont moins pollués. Tant qu'ils n'ont pas écouté ce que disent les parents et l'entourage, ça va. Mais c'est pour ça que, vous savez, j'aime beaucoup, vous savez, quand on a des enfants, on a toujours, tiens, il sourit aux anges. Finalement, il sourit peut-être à son double, hein. Oui, bien sûr, oui. Oui, sourire aux anges, c'est ça, oui. On peut dire ça comme ça. Mais l'enfant est protégé. Ouais. Regardez une chose, un enfant qui apprend à marcher. Il y a des obstacles partout. Ouais. Partout. Ouais. Il n'y a rien. Il ne lui arrive rien. Tout d'un coup, la mère s'angoisse. Ouais. Alors là, il va lui arriver des choses. C'est ça. Pourquoi? L'angoisse de la mère elle a fabriqué, en fait. fabrique quelque chose que l'enfant peut vivre par la suite. Ouais. Et l'enfant va peut-être avoir un accident créé par la mère. Sans qu'elle le sache. Sans qu'elle voilà. Sans qu'elle pense avoir fait la moindre erreur. Alors c'est là où il y a à la fois quelque chose de très bénéfique à contrôler ses pensées et quelque chose qui peut être très dangereux. Il faut savoir comment ça marche, c'est tout. Et pas avoir des tabous, des préjugés qui ne servent à rien. Alors comment ça marche? Comment ça marche? C'est d'abord de savoir que si je dispose de deux temps différents, la moindre petite chose que j'imagine là dans mon temps va produire des tas et des tas et des tas de conséquences dans un autre temps qui vont changer ma mémoire. Car en fait, c'est ça le phénomène en fait de l'intrication des particules. C'est qu'une particule change la mémoire de l'autre. Mais si les deux particules sont dans le même temps, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça voudrait dire que les deux particules reçoivent en même temps la même information. Ouais. Alors qui leur a donné une troisième particule? Alors dans le même temps. Alors qui a donné aux trois une quatrième? Oui, c'est stupide de penser à un truc. Par contre, si vous pensez que deux particules ne sont pas dans le même temps et qu'elles échangent des informations, et que vous, observateurs, vous croyez qu'elles sont dans le même temps, ah, voilà, alors là, ça change la vision des choses. Il y a une particule qui fait tout le boulot. Ouais. Et l'autre qui reçoit. Et l'autre qui a juste la synthèse, mais qui, grâce à cette synthèse, va protéger celle qui fait le boulot. Ouais. Parce que va modifier instantanément, en fonction de la synthèse, le comportement de l'autre particule dans un autre temps. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des conflits entre les deux? Quand on voit, vous savez, des gens qui psychiatriquement sont pas bien, est-ce que ça peut être une explication? Vous savez, on dit double personnalité, des gens qui sont pas ancrés, on dit il est pas bien, voilà, il est pas dans sa vie. Est-ce que on peut imaginer que finalement il y a une incompatibilité entre ces deux? Non, c'est pas ça du tout. Alors, expliquez-moi. Simplement que le mécanisme du dédoublement fait qu'il y a un circuit d'information entre le double et l'autre. D'accord. Les deux sont réunis par des canaux d'information. Mais ces canaux d'information ne sont pas privés. N'importe qui peut se brancher. Ah.
Et c'est-à-dire que la personne peut recevoir des informations d'un autre temps qui ne sont pas liées à lui-même. Ouais. Et qui peuvent le diriger vers des choses qui ne sont pas faites pour lui. Ah oui. C'est-à-dire qu'on peut avoir les informations de quelqu'un d'autre. On pourrait dire ça comme ça. Là, ça complexifie la chose, là. Ah ben complètement. Mais on peut dire que l'humanité est là-dedans. Ah ouais. Donc c'est le bordel, quand même. Hein. Ah ben ça ne peut être que le bordel. Ah, c'est fascinant. Ouais, je trouve ça fantastique. C'est pour ça que vous pouvez très bien, simplement, en remettant la personne en équilibre avec son double, supprimer tous les déséquilibres. Ben oui. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'il y a une infinie de possibilités. Ah oui. Et on s'interdit ça, quoi. Oui. Puis même non seulement on se l'interdit, mais on va se prouver qu'on a raison de se l'interdire, puisqu'on fabrique la conséquence de nos pensées. Ouais. Donc si je pense que c'est quelque chose qui est imbécile, le futur me prouve que c'est imbécile. Ouais. J'avais lu ou j'avais vu un documentaire qui s'appelle Le Secret, j'imagine que vous connaissez peut-être, Oui. voilà, qui est ça aussi, en fait, c'est la pensée, quoi. On va dire, vous pensez positif, enfin, quand vous aimez pas, je sais positif, mais vous pensez quelque chose, il vous revient, quoi. Voilà, il y a... Oui, mais il vous revient. Le problème, c'est qu'on est pollué. Le problème, c'est qu'on est pollué. Un bon proverbe ancien, qui sème le vent récolte la tempête. Ouais. C'est exactement ça. Moi, je fais un tout petit déplacement d'air de rien du tout, et c'est une tornade qui arrive. Ouais. Seulement le problème, c'est que je fais venir la tornade que si je repense au petit courant d'air initial. Ouais. Le problème, c'est... Il y a l'actualisation du potentiel qui compte. Parce que non seulement je fabrique un potentiel, mais c'est son actualisation qui compte. Je suis pas obligé de l'actualiser. C'est un potentiel. Ça change ma mémoire. Ma mémoire me dit, ne fais pas ça, je fais pas ça. J'ai pas envie, j'ai pas envie. Le problème, c'est que si c'était toujours en relation avec le moi qui est en communication avec moi, c'est-à-dire moi, en fait, dans 2 temps, ça va. Je me dirige tout seul. Mais si quelqu'un d'autre prend la place au niveau de l'information, je reçois des informations qui sont conséquences de mes pensées et qui peuvent me réjouir. Mais comment cette personne peut prendre cet autre qui n'est pas nous, hein, peut recevoir l'information ou nous envoyer une information? Parce que c'est le mouvement de dédoublement lui-même qui permet le passage des informations. À des vitesses d'ailleurs qui se calculent. La vitesse de la lumière, j'ai pu calculer la vitesse de la lumière qui est une vitesse d'information en fait. Oui, c'est ça. Je pense, boum, ça y est. Quoi. Oui. Et regardez cette fameuse vitesse de la lumière imposée par Einstein dans les équations. C'est vraiment une vitesse dans les équations. Ça n'a jamais été une vitesse. Pourquoi ça n'a jamais été une vitesse? Quel que soit votre déplacement, la lumière arrive à la même vitesse. C'est pas logique. Ouais. Je fuis, la vitesse me rattrape à la vitesse de la lumière. Je vais au-devant d'elle, elle me rattrape à la même vitesse. C'est pas normal. Il y a quelque chose. Quelle que soit la vitesse à laquelle nous on se déplace. Voilà. Oui, et quelle que soit la vitesse de la source aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Donc vous voyez bien que c'est pas une vitesse. Et c'est lié à l'information dans un système en dédoublement. Il ne faut pas que... Imaginez que sur Terre, chacun ait une vitesse de perception de l'information différente. Moi, je verrai 5 minutes avant vous, lui, un quart d'heure après. On n'aurait pas le même temps en même temps. Alors, comment essayer d'en tirer le meilleur de toutes les informations qu'on vient d'avoir là ce soir? Comment faire? Parce qu'on est pollué tout le temps. On a beau penser quelque chose, 2 secondes après. Comment ça se passe concrètement? Concrètement, il faut contrôler en permanence toutes les conséquences de nos pensées. C'est un travail quotidien. Oui, exact. Ouais. Ça se passe pendant le sommeil paradoxal. Et comme on ne sait pas l'utiliser, c'est le foutoir. C'est tout. Je vous parlais de Pythagore tout à l'heure. Il y a 7 siècles et demi, Pythagore disait aussi, il faut savoir contrôler son endormissement. Et on arrive à le contrôler facilement. Ah, bien sûr, oui. Il faut savoir et pourquoi et comment. Et là, justement, c'est là où vous allez la recherche de l'équilibre passe par ça. Mais si vous pensez que vos pensées sont gratuites, c'est-à-dire j'ai beau penser n'importe quoi, ça ne sert à rien. Toute pensée implique un potentiel qui peut être activé par n'importe qui. J'ai intérêt à contrôler ça et à changer ça. Alors le sommeil paradoxal, il est où, quand, comment? C'est une partie de la nuit où en fait vous êtes, il y a toujours le gros mot scientifique, atonie posturale complète, c'est-à-dire votre corps ne bouge pas. Pourquoi il bouge pas?
Parce que votre corps énergétique, il est parti. Oui, c'est ça. Il s'est barré. Et vient une autre information à la place. C'est pour ça que certains disent, j'ai eu la sensation de sortir de mon corps, me balader, de revenir, etc. Il y a peut-être eu ça. Oh, bah ça, c'est, faut laisser ça peut-être, comme ils disent au Québec, les flyer. Ouais. Ou les allumer. Oui, c'est ça. Parce qu'ils savent pas ce qu'ils font, en fait. Donc, on est le jeu de choses qu'on ignore, là. C'est des choses trop graves, trop graves. Faut jamais aller se faire brûler par le feu. Ouais. Et le feu de l'information, c'est plus fort que le feu sur la gazinière. Donc le sommeil paradoxal, c'est un moment où on bouge pas, voilà. C'est ça. Donc on reçoit des informations d'autres temps. Et il faut arriver à maîtriser cette période-là. Voilà. Et alors, mais parce que quand on dort, on dort. Oui, Jean-Pierre. Ben non, c'est pour ça qu'il faut contrôler la partie où on ne dort pas, c'est l'endormissement. Mais et alors, est-ce que ça prend du temps de contrôler cette... Mais un bébé le fait. Un bébé le fait. Le problème, il est que tant qu'on ne sait pas comment ça marche et qu'on invente des choses intellectuelles, on brime cette partie-là. Regardez un enfant, lui, et il a un nourrisson, il a 23 heures de sommeil paradoxal par jour. C'est une sacrée adaptation. D'ailleurs, on le voit par le mouvement rapide des yeux. Et les Américains appellent ça le mouvement rapide des yeux, le rêve du mouvement rapide des yeux. Il faut aller chercher les informations ailleurs, c'est tout, dans d'autres temps, pour pouvoir survivre. Et nous, une fois adultes, on ignore tout ça. Est-ce que ça prend du temps, justement, pour maîtriser ce sommeil paradoxal, cet endormissement? C'est-à-dire, il y a une accoutumance à avoir, mais je répète, tant qu'on ne connaît pas la loi physique qu'il y a derrière, ou qu'on s'en moque, qu'on ne trouve pas la logique qu'il y a derrière, tant qu'on n'admet pas cette logique, tout le reste ne sert à rien. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si on veut pas, on n'aura pas, quoi. Voilà. C'est ça. Donc, oui, puisqu'on ne veut pas immédiatement, le potentiel nous fait ne pas vouloir. Alors, je sais que vous recevez beaucoup de gens, vous faites des stages, des conférences, d'ailleurs, vous serez aux rencontres du mystère inexpliqué, ce sera un vrai bonheur de vous avoir. Est-ce que ça s'apprend facilement? On a essayé de mettre ça dans les livres qu'on a publiés, ma femme et moi. On montre aux gens qu'ils pouvaient essayer quand même tout seuls, tranquillement, et puis prendre des conseils et autres, parce que c'est important, c'est vraiment important. C'est un réflexe qu'on doit avoir. Vous venez sur Terre, personne ne vous a appris à respirer, ni à marcher. Non, personne ne vous a appris le sommeil. C'est un principe vital, donc il faut savoir. Il faut dire aux gens, attention, vous marchez d'accord, mais ne sautez pas dans le précipice. C'est-à-dire que c'est assez marrant, d'ailleurs, ce que vous parliez du sommeil, parce que ce week-end, je me disais, mais on en parlait quand j'étais au Québec, je dis, il y a quand même un truc qu'on ne maîtrise pas et qui est une obligation, c'est le sommeil. C'est-à-dire que, voilà, on nous dit, voilà, maintenant tu vas t'allonger, tu passes dans une autre dimension, quoi. Voilà. Oui, parce que pour nous, le sommeil, en gros, c'est se reposer l'esprit et le corps. Mais on n'a pas compris qu'il y avait un principe vital derrière. Ah oui, c'est vital, oui. Parce qu'on sait très bien que si on supprime le sommeil paradoxal d'une personne, il meurt. Il y a des moyens de le supprimer, comme par exemple des maladies type la maladie du sommeil, par exemple, un parasite qui atteint le cerveau, qui finit par supprimer le sommeil paradoxal. Et quand le sommeil paradoxal est supprimé, la personne meurt en 3 semaines. Ah ouais. Donc c'est dangereux. Bon, on va pas s'amuser à supprimer le sommeil paradoxal chez un homme pour voir, mais on l'a fait sur des animaux, on s'est aperçu que il crève, quoi. Il meurt. Donc c'est bien un principe vital. C'est pas enseigné. Par exemple, on sait que la respiration, c'est un principe vital. Personne ne l'enseigne. Personne ne vous dit comment il faut faire. Ça devrait être pareil pour le sommeil. Seulement, si vous n'avez pas la logique a été détruite par l'enseignement de milliers d'années, on ne sait plus pourquoi on vit même. Alors, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec tout cela, on n'a plus de limite à nos envies? Vous êtes maître, vous devenez maître de votre destin. Vraiment, à 100%. C'est-à-dire que si on comprend ça, si on veut, on peut, quoi, en fait. C'est cet adage, quoi. Pas à 100%, puisque vous êtes responsable du potentiel que vous avez en vous. Tout ce que vous avez créé comme potentiel vous appartient. Et le voyant,
Le médium? Le médium qui ignore cette loi, il fait que des bêtises. Oui. Alors tant qu'il prévoit des choses gentillettes, bénéfiques et autres, et que les gens, en y croyant, font plus ou moins fait venir ce système-là, Ouais. bon, ben, ils sont heureux. On va dire qu'il y a la psychologie derrière. Ouais. Mais en fait, la vraie voyance de celui qui connaît, c'est pas de la voyance, c'est de la prévoyance. Ouais. C'est pas la même chose. Ouais, c'est-à-dire qu'on est, on est plus sur le même plan, quoi. Ouais, c'est Oui, on prévoit des choses et on s'arrange pour ne pas vivre les dangers. ça. C'était ça là, que les anciens qui connaissaient le système des différents temps essayaient de comprendre, voir le danger qu'il y a. Ils appelaient ça le destin. Ouais, bien sûr. Modifier le destin avant de le vivre. Oui, ce qui est hallucinant, c'est que on est souvent, les gens comprennent pas ce qui leur arrive, mais finalement, ce sont eux les responsables de ce qui leur arrive, quoi. Et voilà. Ouais. On est tous responsables de nos malheurs et de nos bonheurs. Ouais. Et ça, c'est difficile. Hein. Ah, ben les gens, ils admettent bien d'être responsables de leur bonheur, Ouais. mais ils admettent pas d'être responsables de leur malheur. Le pire, c'est qu'on est aussi responsable des malheurs de ceux qui nous entourent. Bien sûr. Donc ça va loin, cette histoire. Jean-Pierre Garnier-Mallet, merci d'être venu ce soir encore une fois pour nous parler de jeux futurs. Pourquoi et comment changer son futur. 1000 fois merci. Je rappelle que vous avez écrit, et c'est sorti il y a pas longtemps, La force de l'invisible. Hein, c'est ça, aux éditions du Temps Présent. Et puis d'autres choses qui sont encore disponibles. À très bientôt. Merci de votre accueil. Bob sur